a conversation with my parents, and I'm basically about to ask them if I can take a sabbatical year and just focused on music. I'm a bit nervous because like this is gonna be a hard sell. Like this is gonna be a very, very hard sell. I'm gonna try and record the conversation so you guys can hear how the conversation goes, because I feel like in 5 years it's gonna be like a legendary talk. But yeah, it's gonna be a hard sell, but I'm gonna try and do it clean, rip the band-aid off and see how it goes. Je peux te demander une question? Oui. Comme un conseil. Oui. So, récemment, cet été, Oui. vu que c'était mes 27 ans, Oui. j'ai pris ce temps pour un peu réfléchir à là où je suis, penser à mon futur un tout petit peu, penser à ma carrière, tout ça. Et comme tu dis souvent, j'ai réalisé que c'était vraiment une période où je peux prendre avantage du fait que je suis à la maison, Oui. il n'y a pas beaucoup de charges et je peux vraiment mettre de côté beaucoup d'argent. Et j'ai aussi réalisé que c'était aussi une période où je peux me permettre de prendre certains risques. Oui. Ou quand j'aurai peut-être 29 ans, 30 ans, et si par exemple j'ai l'hypothèque de la maison, il y a certains risques que je peux pouvoir prendre. Oui. Et en pensant à ça, j'ai un peu commencé à penser à l'idée de potentiellement prendre comme un genre d'année sabbatique. D'accord. L'année qui s'en vient. Année sabbatique, hein? Mais ce n'est pas prendre le risque de faire une année sabbatique. Oh, tu penses pas? Non. C'est régresser. Ok. C'est régresser. Si tu as dit que la vie c'est comme ça s'acquiert. Hein? On est tous tout le temps en mouvement. Un risque supplémentaire, c'est par exemple dire que par exemple, tu fais une acquisition dans un logement et puis tu travailles dessus. La vie c'est le travail d'acquérir. La vérité c'est que la vie c'est le travail. Tu peux t'arrêter parce que par exemple ce sont les situations actives qui amènent les situations actives. C'est-à-dire, tu peux dire par exemple, tu prends des vacances. Dans ton travail, hein, il y a un moment donné où on sature. On a besoin de vacances. Mais prendre ces vacances, c'est correct. C'est correct. Et même se relancer. Mais on ne s'arrête pas. C'est-à-dire, prendre une année complète sabbatique, là, en fait, raconte-moi ton idée complète. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu te rappelles un peu au début de l'année, comment j'avais expliqué à toi vraiment mes objectifs à atteindre à la fin de l'année? Oui. J'avais parlé un peu de ce que je voulais atteindre personnellement avec la musique, tout ça. Oui. Mais en fait, ce que je voulais vraiment avoir, c'est pouvoir consacrer peut-être même juste 5 à 10 heures par semaine. Oui. Juste, il y a plusieurs choses que je voudrais m'avancer par rapport à ma propre carrière dans la musique. Oui. Et c'est pas nécessairement perfectionner mon son, mais c'est plus du côté branding, du côté marketing. Et vraiment créer un genre de plan d'affaires relié à ça. Et depuis que j'ai eu ce travail, ça a été un peu plus demandant en termes de temps que je l'avais anticipé. Et aussi avec le travail que je fais avec Energystat, j'apprends beaucoup. Oui. Et premièrement, jusqu'à présent c'est génial, mais c'est aussi, ça rend ça plus difficile pour moi, comme après que j'ai fini le travail, de pouvoir consacrer un peu de temps par rapport à ça. Ce que tu fais pour Energystat, hein? Oui, mais honnêtement c'est plus le travail. C'est plus le fait que mon travail, c'est, comme tout le monde vous savez, c'est quand même très intense et demandant. Oui. C'est sûr que c'est mieux que ce l'était avant, mais c'est toujours, je travaille 7 jours semaine. Et c'est aussi le genre de truc, quand tu travailles constamment, tu n'as pas vraiment du temps, comme vraiment du temps qui est comme un temps prolongé. Oui. Tu peux vraiment te focuser et vraiment penser à tête réfléchie. C'est comme si tu arrives à toujours réfléchir à 2-3 heures, mais c'est pas comme vraiment avoir, comme des fois je te vois dans ton bureau, je vois que tu as vraiment un focus où tu arrives à bien te plonger et te projeter avec ce que tu fais. Et je trouve qu'avec mon travail, c'est un peu difficile de faire ça présentement. En fait, j'ai déjà vu la dernière fois que tu avais besoin en termes de changer de métier. Raison vraiment comme ça. Raison en termes de métier. Raison par rapport en termes de business. Raison en termes de métier. Et tu n'as pas encore réalisé la transition vers un nouveau métier. Donc le travail d'Energystat a été juste pour, dans l'hypothèse que tu allais faire une transition vers les TI et l'intelligence artificielle, que tu ne te présentes pas comme une personne qui commence seulement. Oui. Que tu vas avec une personne qui a déjà une expérience. Bon, maintenant, tu peux avoir accumulé un certain nombre de gains dans le travail que tu fais maintenant, mais il faut que tu gères une transition vers quelque chose. Ce n'est pas juste prendre une année sabbatique. Si tu prends juste une année sabbatique, tu risques de te mettre dans un petit tourbillon. Mais par contre, tu dis par exemple, je vais devenir
devenir un consultant AI. Ça me prend peut-être une certification AI. Je ne peux pas faire ça quand je fais ce travail-là. Donc je fais un break. Je fais un break pour faire quelque chose de précis. Quelque chose de précis là, quelque chose pour en termes de métier, pas business encore. Tu sais comment tu te places et comment tu gagnes. Et c'est après avoir fait une transition vers un autre métier que tu peux raisonner maintenant dire, avec ce nouveau métier ici là, je gagne bien ma vie. Je peux dire que je veux utiliser un certain nombre de fonds de qu'est-ce que je gagne là pour commencer à préparer un business à côté. C'est comme ça que c'est le schéma que je verrais qui est bon pour toi. Entre les deux, l'autre chose, c'est compte tenu que tu as accumulé quand même déjà un certain nombre ça fait déjà au moins un an de travail pour eux, non? Ça fait un an en décembre. Un an en décembre. Ce serait de voir si tu n'as pas déjà suffisamment de base pour faire un investissement immobilier. Faire un investissement immobilier. Enfin, moi, ce que je te conseille, c'est construire une transition. Ça veut dire que je comprends que le travail que tu fais maintenant, même si tu aimais ça beaucoup, à un moment donné, ça prend un break de vacances. Tout se passe comme si tu n'as pas eu de break de vacances. Lorsque tu n'as pas de break, même lorsque tu aimes beaucoup, tu satures. Et lorsque tu satures, lorsque tu es en état saturé, tu peux prendre une mauvaise décision parce que tu es dans un état saturé. Il faut plutôt gérer le fait de prendre le repos nécessaire parce qu'on est saturé. Il ne faut pas que cet état. Ça, c'est lorsque tu fais quelque chose, tu n'arrives pas et tu vas jusqu'au bout. Après même, peut-être tu n'en veux plus. Tu passes alors qu'en fait, tu étais juste un peu épuisé de ce que tu faisais et que tu avais juste besoin de faire un break. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, tu te fais un petit break, pas longtemps, comme les vacances. Deuxième situation, c'est que tu sais que ouais, je fais ça, mais finalement, c'est pas ça que je vais faire à long terme. Donc, tu prépares ce que tu veux faire à long terme, alors à moyen terme. Très souvent, lorsque tu es capable de dire ça avec des mots précis, souvent, c'est mieux d'aller faire une petite formation complémentaire et gérer une définition. Mais ne raisonne pas de manière de tenter un business. Je te conseille vraiment pas. Tu ne conseillerais pas? Non, je te conseille pas ça. Il y a beaucoup de choses dans le business. Il a pas le métier, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre en travaillant pour les autres, en gagnant de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu gagnes de l'argent, et tu apprends ça. Lorsque tu n'as pas eu cette expérience, tu vas la vivre par tes propres efforts, et si ça ne rentre pas, le risque est trop grand. Je vois où tu es dans sa carrière, je connais que ça demande. Sincèrement, je ne te conseille pas de raisonner tout de suite business. Raisonne métier et accumulation. Et c'est le résiduel de gain. Si tu n'as pas fait un gain immobilier, sur le résiduel là, tu raisonnes business. Résiduel, ça veut dire. Ça veut dire que la priorité même, le gain que tu fais en faisant métier, le gain que tu fais ne prend pas ça pour aller faire business tout de suite. Prends ça pour investir dans l'immobilier. Et si après que tu vas investir dans l'immobilier, il y a quelque chose qui reste, là tu dis, pour ce qui reste là, tu vois comment tu peux lancer un business en parallèle de ton métier. C'est ça. Et si par exemple pour le business, c'est un business qui ne nécessite pas d'investissement pour commencer? Qui ne nécessite pas d'investissement pour commencer? Voulant dire que c'est pas quelque chose où pour commencer à avoir des clients ou commencer à toucher des revenus, il n'y a pas besoin de mettre 1 000 $ ou 5 000 $. Tu peux commencer sans argent avec le minimum. Oui. En fait, ça dépend de ce que c'est. Il faut savoir que tu as quelque chose de très rationnel. Pas lié à la artistique. C'est très rationnel. Tu es capable de chiffrer. Si tu es capable de chiffrer, ça va être beaucoup plus facile. Mais tu recommandes toujours de penser plus métier d'abord? Oui. Une fois que tu as ça, après tu peux penser à l'autre? Parce qu'il y a beaucoup de choses, mis à part le côté de l'argent, il y a beaucoup de choses que tu veux apprendre parce que juste parce que tu travailles en groupe. Juste parce que tu travailles quelque part et que tu es en groupe avec des gens. La dynamique, il y a beaucoup de choses. Dans la façon d'interagir avec des gens, tu apprends. C'est même pas seulement une question de bien. C'est l'apprentissage. L'apprentissage aussi, tu dois t'étoffer. On construit un seul, on construit des gens. Donc, il faut apprendre, il faut développer la culture de construire avec les gens. Et le faire en gagnant sa vie, en développant un métier, et que quelque part il y a une demande, tu te mets dessus et petit à petit, tu arrives à trouver un chemin. Et avec l'argent que tu accumules, tu te fais des fenêtres solides.
faut faire des affaires. Parce qu'il n'y a pas que le temps. Il n'y a pas que le temps qu'on met. Hein. Il y a aussi toutes les cotisations, la chômage, la cotisation retraite, les rentes. Tout ce que la société offre à chaque individu. C'est en développant un métier que tu vas aussi chercher ça. Actuellement, tu as mis gros temps, tu gagnes de l'argent, mais du coup, tu ne profites pas des leviers de la société. Mais si tu trouves quelque chose où c'est un métier, tu vas automatiquement te mettre dans une situation où tu profites aussi des leviers du système. Et tu continues à accumuler comme ça, sans précipitation. Quoi. Tu vas forcément acheter ton condo, ou bien un duplex. Tu ne seras pas loin de ça. Après dans ce que j'ai acheté maintenant, tu te trouves un endroit, tu commences à dire, bon, en plus de ça, je fais maintenant un business en parallèle. Et là, mon deuxième business-moi correctement. Tu arrêtes ce travail-là pour profiter du business. Tu vois, il faut cette progression-là. Et le gros avantage en commençant dans la configuration comme maintenant, là, c'est pour accumuler le maximum possible pour être capable de faire un niveau d'investissement. C'est un schéma comme ça que je te suggère. Là. Mais je comprends que dans ce que tu fais là, il peut y avoir beaucoup de saturation. Qui te dit à un moment, ah, je ne peux plus t'en faire. Mais gère la saturation séparément. Dis non, c'est la saturation, ça prend un repos avant de continuer. C'est une chose. Mais mis à part la saturation, j'ai envie de faire une transition pour ça, un nouveau métier. Cette transition-là, comment est-ce que je la fais? Quelle nouvelle expertise je dois développer pour aller vers cette transition-là? Et là, je dis, ah, du premier break que j'ai fait, je fais un deuxième niveau de break. Pas pour travailler, mais pour préparer ma transition. Et comme c'est quelque chose de tangible, que tu as pensé, tu vas aller maintenant sur le marché avec un métier, du coup tu vas te passer facilement, et tu vas gagner lourd. En gagnant lourd, ce que tu gagnes maintenant, tu penses à nous aller en affaires. C'est ça, cette patience-là, d'aller doucement là. Ouais, je te conseille ça, d'aller doucement. Ce n'est pas de changer la trajectoire de partir en affaires, mais d'aller doucement, développer des expertises en même temps. Pas faire, tu vas faire beaucoup d'apprentissage, dans des choses que parce que tu n'étais pas encore vraiment bien prêt. Tes cours d'apprentissage là, ça fait beaucoup de rejets. C'est ça. Alors tu peux te passer ces rejets là, en étant un peu plus patient. Je sais pas si ma explication aussi ça te. Oui, non, ça sent pas vraiment. Je vais continuer. Ça serait bien qu'on accompagne ça avec maman aussi. Mais je vais y penser, je vais continuer à vous parler de ça. Et non, mais merci. Mais donc, dans le fond, pour conclure un peu, il y a le fait de prendre un break, ça peut nécessairement dire que ça va prendre un an, mais juste prendre un break un peu comme les vacances, juste pour pouvoir avoir la tête fraîche. Exactement, oui. Et une fois que tu as ça, planifier un peu la transition pour le prochain métier. Mais en fait, tu dois même avant de prendre le break, tu dois commencer à réfléchir. Ouais. Il faut que tu sois en anticipation. C'est pas que tu fais ton break, maintenant le break est fini, je pense. Non, on peut commencer à faire. On peut commencer à penser maintenant. Oui, discuter, réfléchir, comment bien se replacer sur le marché. On avait commencé un peu à ça. On avait commencé, c'est ça. Mais peut-être que cette situation ne t'intéresse pas, peut-être. Peut-être qu'il y a autre chose qui t'intéresse. Ouais, il faut encore que j'y réfléchisse. Ouais. Mais il faut chercher le plus facile dans la vie. De mon expérience, il faut chercher les chemins les plus concernant ce qui donne l'argent. Il faut chercher ce qui est le plus accessible. Et avec le temps, plus tu te sécurises, plus tu peux aller sur des chemins un peu plus risqués. Moins tu es sécurisé, plus tu vas chercher les chemins qui sont les plus faciles. Il faut avoir cette maniabilité-là. Si tu n'es pas sécurisé, que tu as des chemins compliqués, tu peux te mettre dans une impasse et ne plus avoir même les chemins plus faciles accessibles. Tu comprends? Et à un moment donné, certaines choses sont peut-être accessibles à toi, après à certains âge, ce n'est plus accessible. Donc du coup, là, c'est comme si les portes sont fermées, mais en même temps, tu t'es dans un endroit un peu trop risqué. Alors que tu fais un peu de patience, un peu de prudence, un peu de stratégie, tu vas aller doucement, graduellement, pour te retrouver au bon endroit. Ok. Non, c'est bon. Moi, je te rappelle, hier, quand on parlait un peu à l'immobilier, et comme potentiellement faire une acquisition, je ne sais pas si le pote t'a dit, mais j'avais eu une conversation avec lui il y a quelques jours. Et je l'avais mentionné potentiellement que je pensais potentiellement faire une année sabbatique. Tu veux faire une année sabbatique? Potentiellement, j'avais commencé à penser à ça. Ok. Tu fais quoi pendant ton année sabbatique? Tu te rappelles, comme au début de l'année, quand j'ai commencé mon travail, j'avais comme certains objectifs à avoir par rapport à ma musique et ce que je voulais faire. Donc avec mon travail, j'ai bien pu commencer, mais même si maintenant c'est un peu mieux que c'était avant, c'est toujours un peu tough en termes de temps pour pouvoir faire du progrès par rapport à ça. Comme quand je finis le travail,
j'ai à peu près 8 heures par jour que je mets au travail. Et après ça, des fois, il y a Énergistat. C'est juste un peu difficile. Donc, si c'est quelque chose que j'ai choisi de faire depuis une année sabbatique, ça serait de me donner un objectif clair et précis au début de l'année. Et avec un objectif à voir à chaque mois aussi, et à chaque semaine. Et un peu voir un peu comment les choses évoluent de semaine en semaine, et de mois et de mois. Et pour atteindre... Objectif dans ton année sabbatique. C'est ça, ouais. Ok, comment tu dis que si tu vas dans cette direction-là, tu vas te donner comme des objectifs semaine après semaine, mois après mois pour voir comment ça avance. C'est ça. Donc d'abord un objectif à la fin de l'année, par rapport, on va dire, être financièrement indépendant à travers ma musique, soit avec les revenus sur YouTube, sur Spotify, sur TikTok, ou n'importe quel type de revenu. Avoir tout un montant d'audience sur Instagram, YouTube. Et de ça, c'est ça comme mon objectif à la fin de l'année. Et de ça, avoir un objectif à atteindre à chaque mois par rapport à cet objectif-là à la fin de l'année. Ok. C'est comme ça que tu vois ça. C'est ça que j'avais eu en tête. Mais ok, je vais juste me situer. Là, tu me parles de ça comme quelque chose que tu penses faire ou tu me parles de ça comment? Quelque chose que j'avais, en fait... Ah, là, tu parles avec papa? C'est ça, j'en ai parlé avec papa il y a comme 7-8 jours. Et la raison pourquoi je parle de ça, c'est parce que papa m'avait aussi... Parce que je suis en boîte. Oui, tu peux nous donner, mais il y a des gens qui connaissent. Donc papa on avait parlé de ça. Et papa m'avait suggéré comme donner comme suggestion de d'abord m'occuper de faire une acquisition d'un immeuble. Et d'avoir cette fondation-là financière avant de prendre, on va dire, une année sabbatique, même si c'est 6 mois. Parce que l'affaire, c'est que si, par exemple, je ne travaille pas, même si j'ai beaucoup d'économies, mon profil en tant que non-travailleur ne me permet pas d'avoir un prêt avec la banque. Donc ça, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. C'est vrai. Ok, alors, avec ça, on va faire dans 3 minutes. On va continuer notre conversation. Très intéressant. Ah oui, bon, alors pour venir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, quand papa t'a dit ça, tu as pensé quoi? Mais j'étais juste en fait, on a eu la discussion initialement, je pense la semaine dernière. Et au début, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit OK, mais il m'a dit d'avoir un plan de ce que je veux atteindre à la fin de cette année sabbatique. Et il m'a proposé de avoir un plan pour changer de travail à la place que je plonge directement vers avoir mon propre business dans la musique ou peu importe. Il avait dit il avait dit qu'il comprend que je veux switch de job parce qu'il dit qu'il comprend que mon travail c'est très très demandant en termes de temps. Mais il m'a plus dit de penser à un plan pour changer de travail. Et une fois que tu as un plan prêt, là tu peux prendre les étapes pour voir comment tu fais ça. Et le lendemain, il m'a dit que finalement, il pense que c'est mieux que je fasse une acquisition d'un immeuble d'abord, à la place de faire une année sabbatique. Et toi, tu vois ça comment? Les points qu'il a apportés par rapport à faire une acquisition, c'est des bons points. La seule chose, c'est que, dans le fond, quand j'ai eu l'idée de potentiellement prendre un break, c'était juste que, en fait, c'était proche de mes 27 ans pour mon anniversaire. Et j'ai un peu pensé à comme les prochains 2 ans, les prochains 3 ans. Et un peu, j'ai commencé à penser à mon futur. Et j'ai réalisé que plus le temps passe, ça va être plus difficile pour moi de prendre certains risques. Et si par exemple dans 2-3 ans j'ai une hypothèque, je suis dans une relation avec quelqu'un d'autre, donc il y aura quelqu'un d'autre à considérer. Et dans le futur aussi, quand je commence à avoir des enfants, il y a certaines choses que je ne pourrais pas vraiment me permettre ou ça va être plus difficile. Donc c'est un peu avec cette réflexion que je me suis dit, si c'est quelque chose que je ne fais pas maintenant, c'est très peu probable que je vais le faire à 28, à 29, à 30 ans. Donc c'était plus ça qui m'a poussé à avoir ce raisonnement. Et quand on va parler de l'acquisition, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais si c'est quelque chose que je fais ça, on va dire l'année qui s'en vient,
je pourrais pas prendre, j'aurais pas de pause, dans le fond. Donc, c'est quelque chose que je fais. Une fois que tu fais une acquisition, là, tu as l'hypothèque à payer à chaque mois. Tu as les rénovations. Aussi, les locataires payent pour l'hypothèque, c'est encore mieux. Mais tu as les rénovations. Et même à ça, pour avoir le prêt de la banque, il faut que tu aies non seulement un dépôt, mais aussi un profil de quelqu'un qui travaille et qui a un travail stable. Donc, je ne pourrais pas vraiment, si je fais l'acquisition, ça serait peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans, que je vais pouvoir avoir ça. Et dans ce temps-là, ça va être encore plus difficile. Mais quand toi, quand tu m'en parles, est-ce que tu veux avoir mon avis? Tu veux quoi? Tu veux que je te dise quoi? Ben, d'abord, c'est juste pour communiquer ça avec toi, pour pas juste garder ça tout seul. Et deuxièmement, c'est évidemment avoir ton avis, savoir ce que tu penses. Juste savoir ton avis. Mais je trouve que c'est très bien la façon dont tu réfléchis ça, en te disant qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour prendre des risques et que tu veux te donner un temps de risque. C'est bien. Papa amène aussi un bon point dans le sens où rendu à l'âge que tu as, tu peux prendre des... c'est comme si plus l'âge passe, moins on a d'espace pour prendre les risques qu'on se jette à l'eau. Genre de ce risque-là, tu vois. Tu vois, comme Nico maintenant, là, il vient de sortir de l'école, il peut encore prendre des risques un peu risqués. Risqués, tu vois. Ça a comme un peu moins de... c'est comme si tu as encore plus de temps devant toi pour faire... Si Nico fait un choix comme ça maintenant, et je ne compare pas quand je dis ça, c'est juste que c'est lui qui est devant moi, on peut se dire, Nicolas, il a à peu près maintenant 2 ans pour essayer de différentes choses, essayer de tâtonner. Il a 2 ans. Après 2 ans, là, il ne peut plus être dans un... Il faut ce soit un peu plus clair qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, mais toi, si tu as pris le temps de studio là et tout, c'était comme si tu as pris ce temps-là déjà pour prendre des risques et pour essayer des choses. Maintenant, tu dois de plus en plus être plus vers des certitudes pour commencer à construire. Maintenant, le point que papa a amené, quand tu as commencé à parler, avant que tu me dises que c'est papa a pensé ça, j'y avais pensé aussi. C'est bien si tu peux prendre une année sabbatique, mais il faut capitaliser ce que tu as déjà construit jusqu'à présent. Si tu prends juste une année sabbatique comme ça et que tu commences à vivre sur tes économies, tu ne vas pas capitaliser. Tu n'auras pas le levier de ce que tes économies peuvent t'apporter. Surtout que tu t'en vas dans un domaine avec des incertitudes. Tu peux te trouver dans une position où tu ne fais que dépenser tes économies, ou tu continues à te priver parce que tu ne veux pas toucher à tes économies, tu vois. Mais sauf que tu ne capitalises pas. Dans la vie, quand tu as déjà fait là, ça fait déjà 3 ans à peu près, 3-4 ans que tu es dans ça. Tu as déjà un certain capital que tu as réussi à mettre de côté. Au lieu de le dépenser, il faut l'investir, ce capital-là, pour que ce soit un levier pour toi. Maintenant, dans la façon d'investir, quand on te dit c'est bien d'acheter, ce n'est pas... Si tu achètes un bâtiment, supposons que tu achètes un bâtiment avec 4 appartements, tu peux mettre les 4 appartements en location. Tu n'es pas obligé de vivre là-dedans. Et du fait de ne pas vivre là-dedans, ça maximise le potentiel de revenus. Donc, tu peux te mettre dans une forme de dire, ok, je cherche à investir dans l'immobilier, mais je veux un immobilier qui se paye tout seul. Un peu comme Cèdre, les loyers de Cèdre payent toutes les charges de Cèdre. Donc, Cèdre, il y a $0
à mettre là-dedans. Ouais. Donc, ce que ça fait, et les rénovations sont au minimum. Il y a toujours des rénovations, mais il y a des logements que tu peux prendre avec tellement de rénovations. Tu peux aussi en trouver avec peu de rénovations, juste des petites affaires. Maintenant, si tu as un logement qui se paye tout seul, Ouais. parce que tu as pris quelque chose un peu plus cher, donc ce que tu auras sorti de ta poche, c'est la mise de fonds. Donc la mise de fonds, tu la sors une fois. Tu peux dire, ok, je prends 100 000. Dans les 100 000, je vais faire une mise de fonds sur un bâtiment, je ne sais pas, 600 000, 650 000. Et l'autre côté... Neno, je peux te rappeler, s'il te plaît? D'accord, pas de problème. Tu peux dire, je prends dans mes réserves 100 000. Je fais ma mise de fonds. Comme ça, tous mes 3-4 ans de travail, là, j'ai déjà investi ça quelque part. Maintenant, le reste que j'ai, peut-être que je peux, avec ce reste-là, tu évalues tes dépenses. Ça peut me donner une sabbatique de 6 mois. Donc, Avec le reste après le dépôt? Après le dépôt. Ok. Donc là, je prends mon sabbatique de 6 mois. Et tu me donnes 6 mois maintenant pour essayer de voir si les choses vont dans la direction que je veux. Et même avec ton employeur, tu peux dire à ton employeur, écoute, je voudrais prendre une pause de 6 mois. Est-ce que tu es correct de me reprendre après? Comme ça, tu viens de te sécuriser des deux côtés. Tu as investi, tu as sécurisé un retour potentiel à ton travail et tu as une fenêtre de 6 mois où tu dis, là maintenant je fonce, je vais au bout de ce rêve-ci et je vois si ça me donne quelque chose. Hein? Et 6 mois, c'est une bonne fourchette pour voir, parce que ce n'est pas 6 mois où tu débutes comme quand tu allais dans le studio. Tu as déjà beaucoup de travail fait par rapport à ça. Donc c'est 6 mois pour savoir si ça lève ou ça ne lève pas. Tu me suis jusque-là? Moi, je te suis. Donc là, tu as mis ta mise de fonds. Ça suppose que tu mets ta mise de fonds, tu mets toi en location, tu restes avec nous à la maison, donc tu n'as pas de dépenses de location ou ainsi de suite. Et que maintenant, tu as un fonds, un peu d'argent de côté pour assurer un minimum de ce que tu as besoin. Et là, maintenant, tu essayes ton 6 mois. Un, ça va te faire non stress. Deux, tu as l'assurance que tu as un levier. Tu es en train de construire quelque chose. Et même si au bout de 6 mois, ça marche, tu vois que ça accroche, mais que ça accroche doucement, tu n'as pas de stress. Tu n'as pas de stress parce que tes revenus de location, le bâtiment se paye tout seul. C'est ça qu'il faut que tu vises. Un investissement où les revenus de location se payent tout seul. Dès que ça se paye tout seul, après, tu regardes seulement si tu as la mise de fonds. Si tu te dis, ok, je vais faire le move juillet à mon anniversaire, donc à juillet à ton anniversaire, combien d'argent tu auras déjà mis de côté? Tu me suis jusque-là. Donc, à ton anniversaire de juillet, ça c'est une livraison. À ton anniversaire de juillet, tu auras, c'est ta Poste Canada maintenant. À ton anniversaire de juillet, tu pourras déjà dire, ok, en juillet, objectif maintenant, c'est qu'en juillet de l'année prochaine, j'ai peut-être 100, et ça tu peux discuter avec papa, parce que papa peut beaucoup t'aider pour calculer le ratio des logements, combien ça coûte, comment ça sert. Papa il est très fort dans ça, il peut beaucoup t'aider là-dessus. Donc, si je mets mon 100 000 de mise de fonds, c'est quoi l'hypothèque, c'est quoi les loyers, c'est quoi les assurances, c'est quoi les taxes. Tout ça rentre là-dedans, parfait. Donc, une fois que j'ai mis... là-dedans, donc c'est ça le calcul où ceux qui louent l'appartement peuvent payer l'hypothèque, l'assurance, les taxes. Okay. Exact. Une fois que tout le bâtiment est payé au complet, à ce moment-là, tu peux dire maintenant, ok, là maintenant, c'est quoi l'argent que j'ai besoin pour me donner peut-être 6 mois de pause. Après, tu mets aussi cet argent-là de côté et puis là, tu peux partir dans ton 6 mois. 6 mois de pause par rapport à s'il y a comme des rénovations à faire ou si par exemple... Non, 6 mois de pause pour le sabbatique. Non, je veux dire, mais le 6 mois de pause, c'est le calcul, c'est que pendant 6 mois,
s'il y a des choses que je vais acheter pour moi personnellement ou des C'est choses ça. pour des rénovations à faire. C'est ça. Ok, ouais. Ou des rénovations, ou des surprises, ou des voyages, ou des choses comme ça, là. Tu te donnes, disons, après ta mise de fonds, mets-toi un salaire de 6 mois de côté. Comme ça, avec le salaire de 6 mois, ça peut, quel que soit ce qui se passe, tu sais que tu n'as pas les poches vides. Parce que maintenant, tu es un adulte. Quand il y a quelque chose, on va dire que ça donne un peu ta contribution ici. Donc, il te faut toujours garder un bas quelque part. Mais une fois que tu as investi sur quelque chose qui se paye tout seul, tu es tranquille. Tu es tranquille. Les loyers rentrent, tu fais juste suivre tes loyers, tu as un peu de rénovation à faire. Parfait. Et cet investissement-là, quand tu vas maintenant être prêt à fonder ta famille et tout, ça va seulement monter. Baudouin, on a payé Baudouin 320 000, on l'a vendu à 1 600 000. Tu vois la marge que tu peux faire. Il n'y a aucun placement qui peut te mettre là. Aucun. Pourtant, quand on l'avait acheté, c'était pas si cher que ça. Même la maison, ici, on l'a payé à 300, presque le même prix qu'au Baudouin. Aujourd'hui, on peut facilement la vendre à 800 000. Vous l'avez acheté à 300 000? Oui, 300 quelque chose, Il y a 310. il y a 20 ans à peu près? Il y a 20 ans. Okay. On peut la vendre maintenant facilement 800 000. Et Baudouin l'avait acheté à combien? Baudouin l'avait acheté à 320 aussi. Mais Baudouin, ça a pris beaucoup plus de valeur parce que c'est un immeuble à revenu. Et c'est le secteur aussi. Le secteur aussi. Il a vendu à combien, Baudouin? 1 600 000. 1 600 000. Donc tu imagines. En combien d'années? Baudouin, il a acheté Baudouin quand Nicodème est né, 2000, 2001. Ok. En 24 ans. 24 ans. Ok, ouais. Tu vois? C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup d'années pour faire ce bond-là. Il faut juste, la stratégie, c'est trouver un bon bâtiment dans un bon secteur ou avec des bons loyers et un secteur qui va monter. Et ça, papa a l'œil, il a le flair pour ça. Un secteur qui va monter, tu investis, après, tu vas faire autre chose. Et si les loyers, parfois les loyers payent les charges et puis même ça peut même te laisser une petite marge. Petite marge. La petite marge, là, si tu ne touches pas à un moment donné, ça vient encore booster. Tu peux même avoir plus que ton 6 mois. C'est comme un... Mais c'est meilleur ce calcul-là que de tout arrêter et puis rester sur tes économies. Ça, ce ne serait pas la bonne chose à faire. C'est mon point de vue. Hein. Ce ne serait pas la bonne chose à faire. C'est en ça que je rejoins papa de dire fais ton investissement maintenant parce que tu as le capital pour faire ton investissement. Comme ça, ton investissement continue à travailler. Ça continue à travailler et tu n'as pas perdu toutes ces années où tu as accumulé de l'argent. Au lieu de t'arrêter et commencer à vivre sur les économies. Parce que quand tu vis sur les économies, à un moment donné, ça finit, il n'y en a plus. Peu importe combien tu as, quand tu dépenses, ça finit à un moment donné. Donc moi, ce serait la stratégie que je te conseillerais. Et ça te permet d'aller dans les investissements, d'aller dans ta musique sans problème. Rien n'empêche même que tu prends un bâtiment comme ça avec 4 appartements. Si tu veux même ton espace à toi, tu prends un des appartements. Les 3 autres appartements, tu mets en location. Ça paye tout. Même s'il y a juste 3 locataires à cause de 4? Ça dépend de qu'est-ce que tu trouves comme logement. Ça dépend du calcul que tu fais. Ça dépend du calcul que tu fais. Ça dépend du calcul. Tu peux occuper un logement et puis les 3 autres sont en location et tu n'as pas à dépenser un sou. Ça se paye. Donc, juste pour un peu conclure ce que tu as dit. Donc, tu as dit que, par exemple, en juillet, si en juillet, présentement, j'aurais prêt vers fin de l'année, je vais avoir à peu près 60 000 d'épargne en incluant les taxes à payer. Donc, vers juillet, on va dire que vers juillet, j'ai 100 000 d'épargne. Je pourrais faire une acquisition pour un bâtiment, m'arranger avec papa pour faire le calcul que le coût de ceux qui vont louer l'appartement est plus haut que le coût de l'hypothèque, le coût des taxes, le coût de l'assurance et tous les coûts de potentielle rénovation pour que je ne dois pas dépenser après l'acquisition. Après l'acquisition, j'attends un autre 6 mois pour faire encore plus d'épargne. Et après ces 6 mois-là, avec l'acquisition qui est déjà faite et qui se paye tout seul, et aussi l'épargne que j'ai fait pendant ces 6 mois-là,
là, je peux prendre, on va dire, 6 mois de pause. Et comme ça, avec 6 mois, j'arrive à voir ma progression que je fais dans la musique. Et comme ça, au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, je peux soit retourner à mon travail et en sachant que j'ai aussi le bâtiment que j'ai déjà acheté. Oui. Ça te semble quoi? Ça sonne quoi quand tu Yeah, vois ça? it's pretty good. It's pretty good. Ça voudrait dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça te donne à peu près 1 an, ce plan-là. Mhm. C'est un plan d'à peu près 1 an. Mhm. Donc, janvier 2027, c'est là que tu pourrais prendre ton année sabbatique Mhm. ou tes 6 mois sabbatiques pour Mhm. commencer Et d'ici janvier, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mhm. D'ici janvier, ça se peut que ta musique, même si tu fais petit, ça se peut que ça décolle. Mhm. Mais au moins, tu as cette perspective-là de janvier 2027 pour essayer Janvier 2027. 2027. 2027, ok. Parce qu'on est déjà en octobre, non? Mhm. Pour essayer ça. Non, janvier 2027, c'est quand je commence. Parce Oui, que ton année sabbatique. c'est quand je commence. Ok, ouais. C'est pour ça que je dis 1 an, donc octobre 2026. Mhm. Bon, peut-être tu peux voir peut-être octobre ou décembre, mais c'est comme un flottement. Mais Mhm. sur certains, tu te dis janvier 2027, Dieu voulant. Mhm. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Janvier Mhm. 2027, Dieu voulant. Mhm. Maintenant, si tu dis à papa, c'est ça ton plan, Mhm. rien n'empêche que papa commence à chercher. Mhm. Parce qu'on a dit 100 000, mais ça dépend du prix de la maison. Tu peux tomber sur des très bons deals où la mise de fonds va peut-être être 70 000 Mhm. ou 60 000. Et Mhm. peut-être tu les as déjà. Mhm. Donc peut-être tu peux déjà, même maintenant, commencer à avancer. Ça va juste te permettre d'arriver plus à l'aise Mhm. à janvier 2027. Tu Mhm. comprends ce que je suis en train de dire? Mhm. Parce que vu que tu as déjà un capital en ce moment, Mhm. tu peux déjà commencer à regarder. Parce que les opportunités ne tombent pas comme Tous oui, les jours. aujourd'hui je veux. Ouais. Tu comprends un peu? Mhm. Il faut que papa ait ça dans sa tête et puis que quand il regarde, ah ok, ça peut être intéressant pour Sakia, ça peut être ci, ça peut être ça. Mhm. Et dès qu'il y a une bonne affaire qui se pond, pam, tu es dessus. Mhm. Tu vois? Parce qu'à partir de 50 000, tu peux faire des mises de fonds. Mhm. Et comme tu travailles maintenant, parce que quand tu veux aller en acquisition, la banque t'évalue au moment où tu fais la demande. Mhm. Après, quand la demande est faite, il ne vérifie plus si Vérifie tu as plus, un ouais. emploi. Uh-huh. Tu vois? Donc, si tu fais maintenant tu as le parfait profil. Tu as un bon dossier, tu as une bonne épargne, tu as un bon emploi, tu es un candidat parfait pour Mhm. acheter maintenant. Mhm. Donc, c'est mieux. Dès qu'il y a une bonne opportunité, tu fais le move, tu achètes. Mhm. Et puis, même après, en continuant à travailler, les mois qui suivent l'achat, ça Mhm. permet de faire face à... Parce que le premier achat, il y a toujours beaucoup de surprises. Hein. Mhm. Ça te permet de faire face tranquillement aux surprises qui peuvent arriver. Mhm. Maintenant, chose très importante aussi, si tu veux aller dans cette direction-là, il faut que tu mettes que tu cotises ton maximum au syllabe cette année. C'est là. Oh oui. Oui, il faut que tu Ouais. mettes ton maximum. Mhm. Parce qu'en cotisant ton maximum, ça va venir réduire ton Les taxes. impôt à payer. Ça va Mhm. venir beaucoup réduire tes taxes. Mhm. Donc, et si tu sais pas acheter l'année prochaine, c'est vraiment parfait. Mhm. C'est ça qu'il faut faire. Cette année, il faut que tu vois avec c'est quoi ton maximum. Mhm. Vu que ça fait pas longtemps, peut-être c'est 8 000 le maximum, mais c'est pas grave, tu topes le maximum. Mhm. Ça va déjà faire 8 000 de moins sur tes taxes à payer. C'est 8 000 que tu aurais payé en taxes de toute façon. Mhm. Donc, ça va venir diminuer tes taxes. Tu peux faire SILAB, tu peux faire REER aussi pour comme aller grandir, payer moins de taxes. Mhm. Et comme ça, là... Mais REER, c'est pas relié au bâtiment, ça c'est relié à la retraite, non? Oui, mais c'est bon, ça déduit aussi des Ça, taxes. c'est dédié aussi, ouais. Si tu peux combiner SILAB et REER, Mhm. comme ça, tu déduis les taxes. Mhm. Et puis après, ça va te laisser plus d'espace pour pouvoir faire ton acquisition. Mhm. Ok. J'avais une question à poser. Il faut combiner les stratégies d'acquisition, les différents modes qui permettent de faire des acquisitions maintenant, Mhm. de façon à ce que tu sois plus à l'aise et dynamique pour pouvoir le faire. En te disant, une fois que c'est acquis, tu t'es construit, tu Mhm. commences à te construire. Et Mhm. il n'est pas trop tôt pour le faire. Mhm. Après, quand tu sens qu'au moins
toi-même, tu vas sentir le feeling. Tu as senti le feeling que j'ai déjà un bâtiment quelque part. Donc, même si je prends des risques, si demain les parents ne sont pas là, je ne suis pas dans la rue. Tu comprends un peu? Parce que oui, on est là maintenant, mais ça se peut bien qu'un jour on ne soit pas là. Si tu pars en année sabbatique et puis que tu n'as pas de background en arrière, quand tu finis les réserves, tu fais comment? C'est pour ça qu'il faut de la stratégie pour aller en année sabbatique, non? Ouais, une chose que je voulais dire, c'est que quand j'avais pensé à prendre l'année sabbatique, j'ai fait les calculs de l'année passée, de l'année que j'ai fait à la maison. Et j'ai fait les calculs de, tu sais, vu que tous mes dépenses, j'ai les notes dans mon document. Et à partir de mes dépenses, l'année que je dépense annuellement, le montant que tu dépenses annuellement. Ouais, le montant que je dépense annuellement, c'est d'habitude, si je suis normal avec un travail, c'est à peu près 3 000 $ présentement à la maison. Donc, si je compte l'année sabbatique... Mais 3 000 que tu dépenses à la maison, c'est pourquoi? Ça, c'est vraiment, par exemple, le match d'un cas, je vais dépenser à peu près 1 000 $. Mais ça, c'est vraiment juste le comme... Le match d'un cas? Le mariage. Ah, ok, tu veux dire toutes tes dépenses annuelles. Mais c'est vraiment juste comme très, très conservateur. Donc, quand j'ai pensé à l'année sabbatique, c'était pas pour manger ou enlever mes réserves, c'était de le garder investi soit dans la bourse ou là où je l'ai placé, et de vraiment au max dépenser peut-être 2 000 $ s'il y a vraiment quelque chose d'urgent à payer. Mais c'est bien, sauf que l'argent, il faut l'investir. C'est pour ça qu'on dit qu'on te suggère de faire un investissement dans l'immobilier pour que ton argent continue à grandir. Ce serait comme si ce serait mieux que de le laisser à la bourse. Et si tu as une année sabbatique à la maison, tu ne dépenseras pas plus que ce que tu dépenses maintenant. Ça va être similaire à ce que tu dépenses maintenant. Donc, tu peux laisser l'argent sous le matelas aussi pendant ce temps-là. Ça va juste rester sur le matelas, sauf que ça ne va pas grandir comme un investissement. Et l'immobilier que tu achètes aujourd'hui, dans un an, le même, tu l'achèteras beaucoup plus cher. Donc, plutôt, c'est pour ça que je t'ai donné les 2 bâtiments. Quand on les a achetés quelques années après, ce que ça valait. Mais déjà, même quand tu achètes aujourd'hui, Tata Didi, sa maison qu'elle a achetée, ça fait pas longtemps. Aujourd'hui, ça vaut déjà 1/3 de plus. Parce que ce que tu peux acheter aujourd'hui, tu n'auras pas la même capacité de l'acheter demain. Parce que demain, ça va être plus cher. Plus cher. Donc, regarde les meubles, le condo de Necas à 800 000. Aujourd'hui, c'est 1 million. Parce que l'immobilier, c'est comme ça. Ça monte. C'est pour ça que quand tu peux faire En parlant de ça, tu te rappelles quand tu es parti marcher et j'avais parlé un peu de l'année sabbatique là. Oui. Et tu avais mentionné des bons points à réfléchir. Mais j'ai oublié ce que tu as... En fait, je me rappelle ce que tu avais dit, mais est-ce que tu pourrais me rappeler les points là? Comme les points pourquoi ça serait mieux d'attendre ou peut-être de ne pas faire ça? Oui. Je me disais que, peu importe le projet que tu as, ça veut dire, je me rappelle un peu quelques points que j'avais mentionnés. Lorsqu'on travaille, c'est important de faire une pause à un moment donné. De dire, ok, je fais une pause. Tous les jours, je travaille, je me lève, je fais ça. À un moment donné, dans la tête, c'est comme si ça devient plat. Ça devient un peu trop plat. Et lorsque quelque chose devient plus plat, là, toutes des réflexions maintenant que tu fais pour ton développement, dans une situation où tu gères les choses, mais que c'est plat, souvent c'est difficile d'avoir la bonne réflexion. Parce que tu essaies de réfléchir à un moment donné où tu es déjà un peu écrasé parce que ta motivation, qu'est-ce que tu en as fait devant toi, a beaucoup baissé. Et c'est à ce moment-là que tu m'as fait à réfléchir sur qu'est-ce que tu aimerais faire. Les choix que tu fais à ce moment-là, souvent sont un peu biaisés. Mais ils sont beaucoup pilotés par ton besoin d'arrêter. Sans que tu sois conscient. C'est vraiment dans l'inconscient. Donc, je dis qu'il ne faut pas construire des plans de croissance dans cet état-là. Il faut juste considérer que chaque année, peu importe ce que je fais, que j'aime ou que je ne j'aime pas, chaque année, il y a toujours un moment donné où je dois faire une pause. Aller voir autre chose. Et revenir continuer. Et moi, de tout expliquer, j'avais perçu que tu étais à une étape où tu avais besoin juste de faire une pause. Pas de faire un projet, quelque chose, non. Juste une pause. C'est-à-dire avant de reprendre. Maintenant,
L'autre chose, c'était de dire que tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on a déjà fait dans son passé est une opportunité pour ce qu'on doit faire en avant. C'est-à-dire, tu vas faire quelque chose de passé, après tu laisses tomber tout ça là, tu prends une autre track qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais. Là, tu passes ton temps pour changer de track. Tu as du mal beaucoup, tu vas avancer, mais tu n'avances pas à la même vitesse que celui qui est capable de rassembler les forces qu'il a accumulées, qu'est-ce qu'il a déjà fait, et réutilise pour aller en avant ailleurs. Mais en réutilisant ce qu'il a déjà acquis, il s'appuie sur ses acquis. Donc il faut faire attention de s'assurer que ce que tu projettes, c'est de t'appuyer sur tes acquis. Toutes les forces. Ouais. Sur le plan acquis d'investissement que tu as une position où tu es capable de prouver que ça fait plus d'un an que tu travailles. Donc tu as une certaine crédibilité que tu as développée au niveau investissement financier et bancaire. Donc du coup, cette crédibilité-là, elle t'expose à une capacité de poser un investissement d'emprunt. Et je trouve que si tu veux démarrer autre chose, c'est mieux de résister d'abord pour profiter du fait que tu es porté par ce vent pour faire une sorte d'investissement. Et j'ai mentionné que ce qui pouvait te guider dans ce sens-là, c'est d'interroger ta banque pour savoir, d'après eux, où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es déjà éligible à faire une acquisition? Si oui, de quel montant ils peuvent aller en termes de prêt pour toi? Si non, qu'est-ce qu'il reste encore? Ça donne un guide. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est Est-ce que tu avais pensé par rapport à ça? Par rapport à aller voir la banque. Tu m'as dit que tu devais aller voir la banque. Moi, je suis allé voir la banque et ils m'ont donné un rendez-vous. Ah, ils t'ont donné un rendez-vous, c'est ça, ils t'ont donné un rendez-vous. C'est ça, ouais. Bon, maintenant, l'autre chose, c'était que, en début de carrière, là, tu travailles pour une compagnie qui est aux États-Unis. Tu es payé comme quelqu'un indépendant. En début de carrière, c'est bien d'être capable de se donner un salaire et de faire toutes les cotisations sociales. Parce que les cotisations sociales, c'est ça qui te protège. Donc, je te proposais que si tu veux sortir de ce mode-là pour embarquer sur un autre mode, c'est de trouver une façon de se replacer dans un système où tu vas avoir toutes les cotisations sociales. Cotisation de chômage, cotisation de retraite, cotisation de vieillesse. Est-ce que retraite et vieillesse, c'est la même chose? Cotisation de retraite et vieillesse? Non, c'est une autre assurance, une autre tu rentres. Mais si tu travailles dans une structure où tu as toutes ces cotisations, ça devient. Donc le troisième, ça veut dire que de ne pas viser tout de suite, plonger dans l'entrepreneuriat. De plutôt de plonger, de considérer que tu es dans une phase où tu es en mode apprentissage du système professionnel. Et que, au lieu d'être en mode apprentissage à tes frais, il faut mettre en mode apprentissage en touchant l'argent. Donc c'est d'aller à un endroit où tu vas offrir un service dans une entreprise et où tu vas, en contrepartie, tu vas avoir un salaire. Et ce salaire-là va te permettre de faire tes cotisations et continuer à apprendre. Donc maintenant, si tu es dans une entreprise et que tu es en mode apprentissage, là, et tu es dans ce monde, tu peux te dire que ce que tu vises à terme, c'est pas forcément de rester là. Ce que tu vises à terme, c'est de faire des business, des choses. Dans l'entreprise, tu montes en compétence de capacité de gestion, capacité de tout ça, capacité de capacité de complément d'entreprise. Et à un moment donné, avec l'expérience acquise, tu seras très très à l'aise à partir comme entrepreneur sur quelque chose avec un minimum d'erreurs, parce que tu auras beaucoup cultivé l'expérience dans l'entreprise. C'est ce type de schéma c'est ce schéma que je peux te proposer. Pas tout de suite sans trop de formation, parce que plonger en mode en entrepreneuriat et tu vas faire beaucoup d'essais-erreurs, parce que tu n'as pas bien compris comment ça fonctionne. Alors que tu es en entreprise, maintenant tu touches un salaire, tu comprends en même temps, ok, au niveau de gestion d'équipe, parce que comme entrepreneur, les clés de l'entrepreneur, c'est pas forcément soi-même, c'est de gérer les personnes. Il faut bien être en endroit où on apprend à gérer les personnes, que d'avoir une entreprise où tu gères les personnes et que tu apprends à gérer les personnes. Tu vas couler, perdre de défauts, perdre ainsi de suite. Mais si tu es dans un endroit où tu développes une expertise, en même temps que tu gères les personnes et que tu gonfles dans ce monde-là, tu vas gonfler à un moment donné. Ce serait très facile pour toi de dire, j'ai bien gonflé maintenant je passe à autre chose. Ce serait vraiment facile. Tu auras les capitaux, tu auras beaucoup investi.
tu as une bonne protection parce que tu l'as beaucoup cotisé et que tu prends des risques dans l'entrepreneuriat, mais des risques beaucoup plus contrôlés parce que non pas seulement tu as des capitaux, tu as une bonne couverture, mais tu as acquis beaucoup d'expérience qui fait que tu es beaucoup plus à l'aise. Et puis là c'est comme des marches d'escalier. Mais si au départ, tu veux faire des choses de la dernière marche, il y a de fortes chances que, comme les interviews demandent, que tu tombes, tu vas partir, tu dis, ah, je pensais que c'était comme ça, ah, j'avais cette idée-là, oh, ça marche pas vraiment comme ça. Ok, mais sauf que en temps, tu as fait des expérimentations, tu t'en ressenti pourquoi bon, tu dois encore remonter. Donc c'est sûr que lorsqu'un projet te dit, bon, il y a l'attitude pour faire recommencer, c'est pas grave. Mais pourquoi supporter des erreurs, même si en fait on montre toujours, on montre beaucoup de jeunes, on voit quelqu'un à 25 ans, il est milliardaire, il a fait telle chose. C'est toujours que des clichés. La réalité, si on voit la réalité, tu vas toujours vraiment extrêmement surpris. Il y a plein de gens, pour plein de succès story, tu vois, on voit un jeune, tu vois un truc, on voit un jeune là, il a à peine 30 ans. Il attend qu'il a une entreprise, 2 comptoirs en Chine, ceci. En fait, en réalité, on ne connaît pas la vraie story. Il y a tellement de belles success stories sur YouTube. Il n'y a pas 1% qui donne la vraie histoire qui est derrière. Et c'est ça que je disais à qui je disais ça. Je ne sais pas si tu as Sandrine ou C'était quelqu'un qui disait ça. Le problème, c'est que ça déroule énormément de jeunes. Beaucoup de jeunes voient ça. Et non, non, je suis capable moi aussi. Mais moi, je te proposais de fonctionner un peu selon ces escaliers-là. Tout en sachant qu'en marge de ça, il y a la question sur le plan familial, d'adopter une forme de développement organique. Ça va dire qu'au moment donné, tu es en capacité de faire l'investissement. S'il y a l'opportunité qui se trouve de faire un investissement plutôt familial, de le faire. Pour que tout sous ait toujours une assise forte. Même si individuellement, quand tu vas construire, vous allez avoir vos propres épouses, vous allez construire. Mais pour que vous soyez toujours sur une assise, un investissement assez fort. Et ça peut venir d'un investissement familial, d'un investissement commun au niveau de la famille. C'est vraiment ça. Ouais, le dernier truc, c'était oui, la conversion, c'est quoi le métier? Ouais, l'impression que j'avais un peu par rapport à toi, c'est que là où tu peux beaucoup gagner en force, en termes d'impact, c'est en développant la connaissance dans l'intelligence artificielle, les TI. Peu importe quelle est l'application. Tu peux faire des choses AI liées à la vidéo, AI qui est lié au vocal, lié à la musique. Mais ce n'est pas le champ d'application qui est important. C'est l'expertise que tu apportes dans ce champ d'application. C'est cette expertise qui est importante. Chez toi, j'ai joué la même chose. Tu as eu une méthode, c'était l'inverse. Est-ce que tu avais une façon de décrire les choses à l'inverse? C'est-à-dire que tu décris toujours le champ d'application, alors que c'est ta force, c'est le métier. Tu t'as dit non. Lorsqu'on parle de ce qu'on apporte, c'est d'abord son métier. C'est le métier, le champ d'application maintenant. C'est le domaine dans lequel on apporte cette application-là. Et toi, ta formation en ingénierie, de mathématiques, tout ça, ça t'a amené plus à une forme de calculateur, des calculateurs. Maintenant, c'est ça que tu dois apporter comme force dans un domaine précis. Mais il faut avoir la force d'abord. Tu vois, si tu construis ce domaine, tu ne vas pas développer la force. Mais tu peux développer la force, peu importe le domaine d'abord. Après, tu dis non, cette force-là, que j'ai développée dans j'ai fait ça dans un domaine complexe, par exemple, supposons, bien être dans l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, bien dans le domaine aéronautique, bien dans le domaine bancaire, et que tu as fait des choses très complexes dans ce domaine-là. Après, maintenant, tu dis, ce que j'ai appris de complexe dans le domaine bancaire, là, bien dans le domaine aéronautique, là, jamais dans le domaine musical, pour le plaisir, même plutôt souvent d'un business après. Mais tu viens avec un métier, c'est le métier, le cœur, c'est le métier qu'il faut travailler. C'est pas le domaine qu'il faut travailler, c'est le métier. Lorsque tu décris dans le domaine, c'est là que tu vois très vite que toi-même, tu n'arrives pas facilement à dire à quelqu'un ce que tu fais. C'est parce qu'en réalité, tu es en train de décrire le domaine. Tu n'es pas en train de décrire ce que tu fais. Et ce que tu fais doit être aligné avec là où tu as cultivé une force. Et c'est comme ça que tu deviens fort. Tu deviens fort, tu peux te distinguer, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai résumé. Non, tu as bien résumé. Il y avait aussi, je pense, un point sur le timing. Tu sais que présentement, le marché du travail est très compétitif. Ah oui, on pouvait faire une pause de ça, qui est une longue pause. C'est difficile de... Ah oui, il y a ça. Va voir ton CV. Tu vas voir le premier chose que tu regardes, c'est est-ce qu'il y a des trous sur ton CV. S'il y a des trous. Et s'il y a des trous, d'apporter des explications sur les trous. Tu vas voir. Donc ça influence
C'est quoi ce présentateur? Qui t'a appelé? T'as reçu un appel ou pas? Ah, T'as reçu un appel? j'ai vu un truc de vidéo là. Qu'est-ce que tu manges là? Du riz, hein? Ouais, la sauce tomate. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, le poisson. Ah, ouais. T'as mangé déjà? J'ai mangé un peu de couscous là. J'ai mangé un peu de couscous. T'as chauffé? Ouais, j'ai chauffé dans le micro-ondes. Ah ouais, c'est ça. Pendant qu'on parlait, c'était en train de. Ah ouais, C'est terminé. J'avoue que ça me donne pas envie. Là, je te vois manger ça dans un appétit. Appétit. Il faut qu'on reprenne les entraînements. Hein. N'est-ce pas? Oui, hein? Mhm. Ouais. Demain matin? Ouais, demain matin, je suis partant. Ouais. Ouais, ouais. Il y a encore ici. Est-ce qu'ils sont encore venus? Ouais, je pense qu'ils sont encore venus. Et aussi, pour la musique, je pense que tu avais aussi mentionné, comme hors de. Si on sépare un peu le fait de prendre une installation, et aussi le. Ah, c'était où la sauce? Ah, ça, c'est juste là. C'est dans le garde-manger. Où ça, ici? Ah oui, 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 oui. Il y a des choses que toi qu'on reste, et puis il y a des fortes envies. Donc ça va un peu comme comme ça, il faut absolument jouer la batterie. Ouais. Il faut absolument jouer la batterie. Et puis, dans le groupe, je peux faire un business à la batterie. Hein. Ah ouais, je fais même batteur professionnel, je grossis, ici, là, ça va vite de penser comme ça. Là. Mais en fait, il faut dire, ok, je vais faire la batterie. C'est un moment qui motive. Mais je vais à l'endroit de temps en temps, je tape ma batterie, dans ma semaine. Vous pouvez voir qu'à un moment donné, je fais quelques heures de ça, moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. C'est pas que je refous ça. Non, plus c'est ça que je veux du bien. Mais je ne dis pas forcément que je vais vivre en faisant la batterie. Tu comprends? Je veux faire ça. Mais comment je vais vivre pour avoir l'argent? Je
tu sais pas la différence des choses. Mhm. Parce que faire la maîtrise de l'art. Mhm. Parce que comme c'est tout ce qui est de l'art, Mhm. je n'associe pas ça à un besoin de vivre, Mhm. à un besoin d'avoir un retour financier. Mhm. Parce que la sensation de l'art, je dirais que c'est plus fort que le retour financier. Mhm. Ça peut ne rien donner. C'est une autre nature. Ouais. La valorisation de l'art est d'une autre nature qu'une quantification financière. Donc, est-ce que tu penses que ceux qui font de l'argent de leur art, est-ce que tu penses que c'est une erreur de vouloir faire de l'argent de son art? Non, c'est pas qu'ils sont en erreur. C'est une question de probabilité. Mhm. Ceux qui sont ceux qui font plus de ça, Mhm. et qui se sont préparés pour ça Mhm. depuis très très longtemps, ont beaucoup plus de chances Mhm. d'avoir un résultat que quelqu'un qui a un âge adulte Mhm. se lève et puis dit juste comme ça, sans qu'il veut faire des choses, Mhm. et qui commence ça à l'âge adulte. Mhm. C'est pas pareil. Mhm. C'est pas le temps de l'effort, tout ça. Ouais. La probabilité est beaucoup plus dure. Mhm. Non. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont l'argent chaque fois le soccer. Mhm. Il y a beaucoup qui ont fait le soccer depuis l'âge de 5 ans. Ouais. Le maximum qu'ils ont fait à terre, c'était jouer au niveau collégial. Mhm. Peut-être ils ont fait ça au niveau, c'était jouer ça depuis l'âge de 5 ans. Mhm. Et imagine alors quelqu'un qui au collégial décide que maintenant je vais faire du soccer. Mhm. Tu es dans un endroit où ceux qui ont depuis. Depuis l'âge petit, là. Oui. Mhm. Donc pour tout ce qui est technique, je ne vais pas dire de l'art, mais tout ce qui est technique musicale, Mhm. ça marche à peu près pareil. Mhm. Les probabilités, Mhm. les probabilités se réduisent Mhm. selon la technologie trompe un peu aujourd'hui. Hein. Mhm. C'est que les technologies sont tellement avancées Que maintenant, qu'il y a beaucoup de puissance qu'on met dans tes mains. Mhm. Mais ce que tu oublies, c'est que tout le monde a accès à cette puissance qu'on a mis dans tes mains. Il n'y a pas que dans tes mains qu'on a mis cette puissance. C'est ça. Tout le monde aussi a accès à cette puissance. Mhm. Donc tu peux t'appuyer sur cette puissance-là pour dire que tu distingues, puisque c'est une puissance qu'on met à la main de tout le monde. De tout le monde. Et souvent, celui qui vend cette puissance, il veut que vous soyez le plus nombreux possible à l'utiliser. Mhm. Et toi, tu veux t'appuyer dessus pour te distinguer. Alors en fait, c'est celui qui a mis dans cette puissance. C'est lui qui est distingué. Mhm. Tu vois, il y a un peu de différence. Mhm. Ah, c'est un bon point. Hein? C'est un bon point. Oui. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. C'est maintenant avec ChatGPT, tout le monde peut, Oui. en guillemets, créer une application. Mais tu oublies que tout le monde peut le faire maintenant avec ChatGPT. Bien sûr. Donc c'est plus l'application Bien qui sûr, distingue. exactement. Je vois un jour dans l'autre jeune, il dit, oh, merde. Il dit, merde, tu peux générer des plans d'affaires, tout ce que tu peux faire. Mhm. Et ce que les gens touchent en tête, ils répondent. Donc je peux même faire un business de plan d'affaires. Mhm. Je suis ChatGPT, je génère des plans d'affaires, puis je les vends. Mhm. Mais pourquoi quelqu'un va m'acheter des plans d'affaires? Il va s'acheter ChatGPT, Exact. et puis que c'est pas à la volonté. Mhm. Point final. Je pense que par rapport à ça, il faut que tu sois, comme tu as dit, soit la personne qui crée l'application ou qui est derrière l'intelligence artificielle, ou tu l'utilises, mais tu as quelque chose que même le AI qui est inné aux humains, quelque chose que même l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Oui. Ça, c'est comme les seules deux choses que, pour te distinguer en fond. C'est ça. Et tu as aussi parlé de le fait de te mettre en ligne et d'être associé à des influenceurs qui étaient mauvais. Le fait que les gens vont te voir et vont dire Non, c'est-à-dire que regarde Nekas, que je t'ai supprimé Nekas. Mhm. Nekas, il est en mode, il dit merde, il cherche comment faire pour supprimer tout ce qu'il avait publié à combien d'années, à 5 ans. Vraiment. hein. Oui. Mais il ne faut pas qu'on voie ça. Mhm. Voilà, en fait, oui. Mhm. Il y a 5 ans, je parlais de ça, il ne comprenait pas. Mhm. Il comprenait pas. Lui, je n'ai rien dit. Lui, il dit, mais comment il peut faire? Il dit, oh, comment je peux faire pour supprimer tout ça? Je dis, non, je peux faire. Donc, c'est une question un peu dans le stade de développement. Mhm. Il y a certaines choses que tu vois, tu ne comprends pas. Après, tu atteins un certain nombre de niveaux, tu dis, merde, ouais. C'est moi qui faisais ça. Non, il ne faut pas que les collègues voient ça. Mhm. Tu vois. Mhm. Mais si tu as un moment donné, tu as tout exposé. Mhm. Tu as tout montré. Maintenant, lorsque tu évolues, comment est-ce que tu corriges ce que tu as laissé derrière? Mhm. C'est compliqué. Mhm. Tu ne sais pas encore demain comment elle va faire demain pour toi. Mhm. Il ne faut pas que ta vie soit sur un endroit hors de ton contrôle. Mhm. Tu dois toujours avoir des choses qui sont liées à ton image, que tu es en contrôle. Mhm. Pas que tu mets ton image dans la nature. Mhm. Après, au moment donné, tu évolues. Tu te trouves un endroit où l'image que tu avais mis de toi, tu dans la nature, dans le passé, elle te nuit plus qu'elle te fait du bien. Mhm. Mais c'est trop tard. Mhm. C'est trop tard. C'est récent que Nekas voulait enlever ces images. Les dernières, c'est venu dans les. Non, c'est venu.
Mais il n'y avait pas aussi quelque chose d'autre avec le fait d'être un influenceur. Tu avais dit qu'il était mauvais. Ah, c'est mauvais. On dit ce qu'on fait. Enfin, on se situe quelque part. Il faut se situer là où tu fais une différence. Pas te situer là où on te met dans un lot. Beaucoup de gens font la communication sur Internet avec un métier ou sans métier. Beaucoup ont prévu faire ça. Alors, on a fini par donner une étiquette, on appelle influenceur à ça. Donc, quand on te voit aussi comme ça, ça fait quelque chose, tu reprends la même étiquette. C'est ça. Même si tu es compétent. Même si tu es compétent, tu as un peu la même étiquette. Tout ce qu'on voit sur Internet, ils sont deux tendants de faire quelque chose, exposer quelque chose, expliquer quelque chose. Tu dis influenceur. Comme ça. Est-ce que ça peut être appliqué à des vidéos où tu ne parles pas? Oui. So, dès que, parce que là, si on regarde un peu les réseaux sociaux, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube. Dans un certain sens, tout le monde a un compte sur ces plateformes-là. Et beaucoup de gens normaux qui ne sont pas des entrepreneurs, ils postent des images. Donc, c'est un peu quoi dans le spectrum de quelqu'un qui est juste présent et qui partage des photos avec ses amis, et quelqu'un qui est un influenceur qui communique avec des vidéos, c'est quoi un peu la ligne qui dit « Oh, ok, tu fais ça, ok, là, tu es un influenceur ». Parle de partage de photos de vie. C'est privé. Tu n'es pas dans le marché. Fais des choses en privé à tes amis. C'est correct. C'est en privé, traite tes amis. Si tu mets des choses sur le marché, pour que tout le monde voit, et en même temps dire que c'est pour tes amis, tu es un influenceur parce que tu diffuses avec certains but. Certains buts médical, ça peut être médical, ça peut être musical, ça peut être dans quel domaine. Mais tu fais la diffusion. C'est ça. Ok. Et comme, d'un point de vue, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi, quand tu as un business, c'est aussi un réseau qui peut être très gratifiant pour attirer les clients. Donc, comment est-ce que tu vois ça, le côté des business qui, eux aussi, font la promotion de leurs produits en ligne? Un business, c'est un business. 90% des gens qui vend des choses en ligne, c'est pas la personne qui vend, c'est l'entreprise qui met en avant. Avec un métier d'entreprise, avec une capacité à résoudre un problème. Je tiens à faire ça. Là, c'est l'entreprise, quoi. Ce n'est pas la personne. L'influenceur n'est pas une personne qui influence un domaine. Une entreprise elle vend un produit et elle utilise les réseaux sociaux comme canal de communication. Pour vendre ce produit. Donc, maintenant, quand l'influenceur le produit, c'est lui et son image. Ok. Et dans le cas des entreprises qui vendent leurs produits à travers les réseaux sociaux, tu dis que c'est rare qu'ils vont utiliser une personne pour faire les vidéos, pour faire la promotion du produit, et que souvent leurs vidéos vont être... Non, il y en a qui utilisent leur propre image. Ils vendent un produit. Donc la différence, je dirais, ce serait qu'un influenceur ne vend pas de produits, il vend plus son image. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un vrai business et qui utilise les réseaux sociaux, où il va faire des vidéos, mais lui, il a un produit à vendre. C'est clairement indiqué, clairement connu. Parce que le business. Après, c'est comme monteur de jeans. On voit partir ce qu'on voit dans la bière de jean. Ce n'est pas partir ce qu'on voit. On voit les jeans, on achète. Tu vois un jean, tu as fait pour ta carte de crédit. Tu choisis ta taille. Là, c'est l'entreprise, on vend les jeans. Par exemple, parce que ils ne vendent pas les jeans, on est bien expliqué. Tu vois sur Instagram, il a parlé des compagnies de jeans. Expliquer quelles sont les meilleures compagnies, lesquelles il faut pas choisir, lesquelles il faut choisir. Là, tu es en train de faire une influence dans le domaine des jeans. Tu n'es pas un promoteur de jeans. Tu parles des jeans des autres. Si la personne qui vend des jeans et qui a un business qui vend ça comme produit, est-ce que tu penses que si eux, ils ne veulent pas aussi se faire voir comme influenceurs, est-ce que tu penses que certaines personnes leur décourageraient de faire la promotion? Parce que c'est possible que des gens qui sont moins connaissants regardent la vidéo et immédiatement vont dire « Ah, lui, c'est notre influenceur ». Même s'il a un vrai business, il a un vrai produit. En fait, ta question un peu... Tu poses cette question parce que je continue en train de comparer peut-être. Dans la réalité, sur mon Instagram, je
vois une promotion de jeans. Je vais pas me poser la question, est-ce que c'est un influenceur de jeans ou autre. Je me dis, ah, j'ai un beau jean, je commence. Je vois mon téléphone. Je vois quelqu'un qui parle de Levi's versus une autre marque. Qui font des discours et qui montrent des exemples. Du coup, je me rappelle l'habitué, je connais sa tête. Je me rappelle qu'il est habitué à faire ça. À un moment donné, je ne veux même pas poser la question si c'est une question de vente de jeans ou pas. Ah, c'est l'influenceur des jeans. D'accord.